plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Un numéro exclusivement réservé aux femmes. En première partie, il sera question de parler de l'urgence à réduire les inégalités hommes-femmes. Une façon également d'assurer un avenir durable, mais également de voir comment arriver à une meilleure implication des femmes face à la résilience au changement climatique. Quelles conséquences aujourd'hui des changements climatiques sur la vie et le quotidien des femmes? Comment arriver à une plus grande implication de ces femmes-là face à la résilience au changement climatique? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde et dernière partie, il sera question de parler aujourd'hui d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, selon un rapport de la Banque mondiale qui date de mars 2022. Plus de 2,4 milliards de femmes aujourd'hui n'ont pas les mêmes droits économiques que les hommes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cette inégalité homme-femme? Comment corriger cette inégalité? Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec Fatou Fall. Vous êtes analyste défense et sécurité, également très engagé dans la préservation et la promotion des droits des femmes. Merci d'être là avec nous. Merci Daouda, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir est partagé et en face de vous, nous avons Madame Seck Maïmouna Diouf. Vous êtes spécialisée en énergie, climat. Et merci également d'être là avec nous. Genre, énergie, climat, merci d'être là avec nous. Merci Daouda, c'est un plaisir également de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé, Madame Seck. Nous restons d'ailleurs avec vous. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, dans son rapport de février 2022, nous rappelle que la résilience climatique ne peut être conçue qu'à travers une réduction des inégalités, y compris les inégalités entre les hommes et les femmes. Quel impact aujourd'hui cette résilience peut avoir sur les femmes? Merci beaucoup Daouda pour cette question que je juge très intéressante et très importante parce qu'aujourd'hui quand on parle des changements climatiques, les effets ils impactent sur les hommes, les femmes, mais également sur les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Donc l'impact des changements climatiques s'est différencié. Aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre les changements climatiques, c'est important de tenir en compte les préoccupations des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on parle de changement climatique, les femmes sont plus vulnérables, les enfants, etc. Donc nous avons également que les femmes, ils participent à la lutte contre les changements climatiques. C'est le vécu quotidien. Si je prends par exemple dans les différents secteurs, dans le secteur de la pêche par exemple, quand je prends l'exemple de la petite côte, les femmes vivant dans les îles du Saloum par exemple, donc ce sont ces zones insulaires qui sont plus vulnérables au changement climatique. Donc toutes leurs activités tournent autour de la mangrove. Ces zones que vous avez citées tout à l'heure, je rappelle que vous êtes aussi chargé de programme à Enda Énergie et vous travaillez beaucoup avec ces femmes au niveau de ces zones insulaires. Aujourd'hui, comment vous avez trouvé aujourd'hui la situation de l'implication, autant pour moi, les conséquences de ces changements climatiques dans ces zones-là? Comment est-ce qu'elles sont ressenties ces conséquences par les femmes? Oui, parlant de ces zones insulaires, parce que j'ai pris l'exemple de ces zones insulaires tout en sachant qu'ils sont plus vulnérables, mais également parce qu'on voit la dégradation de la mangrove, ils sont entourés par la mangrove, donc eux, ils vivent au quotidien ces impacts des changements climatiques avec une dégradation, la sécheresse qui impacte directement sur cet écosystème mangrove. Et donc, les femmes, nous, ce qu'on est en train de faire avec ces communautés-là, c'est de faire des reboisements, mais également de mettre en place des technologies qui vont leur permettre d'être beaucoup plus résilients aux effets néfastes de ces changements climatiques. Et nous reviendrons surtout sur les solutions. Vous avez commencé à anticiper. Fatou, dans le monde entier, les femmes ont moins accès que les hommes aux ressources telles que la terre, les crédits, les intrants agricoles, les structures de prise de décision, la technologie, la formation, les services de vulgarisation, entre autres. N'est-ce pas là aussi autant de facteurs qui les rendent davantage vulnérables face au changement climatique? Tout à fait, Daouda. Ce sont des facteurs qui les rendent davantage vulnérables.
à tout ce qui est impact lié au dérèglement climatique, mais il faudrait rappeler aussi que les femmes vivent, je peux dire, doublement ces impacts, dans la mesure où, si on considère le milieu rural, ce sont des personnes qui vivent beaucoup plus à partir des ressources naturelles. Et dès qu'on parle de raréfaction des ressources naturelles, on fait appel à l'eau, on fait appel aussi à tout ce qui peut servir au combustible. Et dès lors, ça creuse davantage plutôt les inégalités, puisqu'elles mettront beaucoup plus de temps dans l'accomplissement de leurs tâches, puisqu'on va assister à une précarité plus accentuée de leur quotidien. Mais il faut aussi souligner une chose, c'est que ces femmes sont souvent assistées par leurs jeunes filles et dès lors, on fait face à un autre problème, celui de la déscolarisation de ces jeunes filles. Donc, vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et on a l'habitude souvent de dire qu'il faut alphabétiser ces femmes. Moi, je dis qu'il faut développer des systèmes de résilience efficaces actuellement. L'alphabétisation, d'accord, mais les langues nationales existent. Ces femmes doivent être en mesure d'avoir accès à l'information parce que souvent elles sont dans des zones où elles n'ont pas accès à l'information. Elles doivent avoir accès aussi à tout ce qui est information concernant les systèmes de financement, de crédit. Il faut que les établissements de crédit, de financement puissent intégrer ce volet, mais également intégrer la dimension genre dans tout ce qui est octroi, contrôle et gestion de ces ressources. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'impact aujourd'hui de ces changements sur la jeune fille qui est avec sa maman. Aujourd'hui, quelles autres conséquences est-ce que ces dérèglements climatiques peuvent avoir au sein de ces couches vulnérables? Puisqu'on le sait, le changement climatique affecte plus les couches vulnérables, comme les femmes, les enfants et les petits producteurs. Aujourd'hui, quelles autres conséquences de ces changements climatiques-là? Vous savez, lorsque vous êtes dans un environnement où il est difficile d'accéder à la ressource, vous avez des phénomènes de migration, par exemple. Ces jeunes filles et ces femmes peuvent être appelées à se déplacer, à être dans des contrées inconnues. Et là, elles vont rencontrer encore d'autres problèmes par rapport à l'état civil, par rapport au respect de leurs droits en tant que jeunes filles, en tant que jeunes femmes. Et elles sont exposées à ce moment à beaucoup plus de violences, de toutes sortes. Et dès lors, ça pose le problème de l'application des textes. Quels sont les textes qui sont présents dans ces environnements? Comment on les applique? Parce qu'il faut le dire, nous avons un encadrement juridique qui est là, mais comment nous mettons en œuvre? Bien vrai qu'il existe à ce jour des dispositions qui ne figurent toujours pas au niveau de l'encadrement juridique. Et Madame Seck, vous collaborez avec ces femmes et autres populations dans ces zones aujourd'hui affectées par le dérèglement ou bien les changements climatiques. En avez-vous à votre niveau rencontré des cas aujourd'hui d'exode de femmes ou bien de jeunes dus à ce dérèglement climatique-là? Moi, je dirais que le fait qu'il y a cet impact les effets des changements climatiques sur ces populations-là, notamment le monde rural, ça a poussé les jeunes à venir, par exemple, en ville ou bien migrer, aller à l'étranger, parce que là où les ressources sont rares, c'est difficile d'avoir de l'emploi. Donc, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on essaie de les accompagner à développer des activités au niveau local. Donc, c'est vraiment notre objectif, essayer de proposer des activités génératrices de revenus pour essayer de maintenir ces filles-là. Tout à l'heure, Madame a parlé de l'alphabétisation. C'est important parce que si tu es alphabétisé, si tu as accès à l'énergie, parce que si tu as accès à l'énergie, facilement, tu peux avoir accès à l'information, parce qu'à travers les téléphones, à travers les ordinateurs, parce que tu as quoi accéder à l'information. Aujourd'hui, dans le milieu rural, là où il n'y a pas de l'électricité, par exemple, c'est de mettre en place des kits qui vont permettre à ce monde rural-là d'avoir accès à l'information, mais également de pouvoir charger les téléphones. Parfois, c'est difficile aussi dans certaines localités de pouvoir même charger son téléphone. Donc, c'est d'essayer de diffuser ces alternatives vraiment durables et qui vont permettre au milieu rural non seulement de développer, d'avoir des revenus, mais également d'avoir accès à l'information, de développer des activités génératrices de revenus au niveau local. Et là vous parlez de problèmes liés à l'accès à l'énergie, liés aussi au genre. Et dans un contexte de changement climatique,
Aujourd'hui, à quoi renvoie ce triptyque-là, genre, climat, énergie? Oui, merci beaucoup pour cette question, Daouda. Genre, énergie, climat, c'est lié parce qu'aujourd'hui, quand on met en place des systèmes, de l'énergie renouvelable, par exemple, les panneaux solaires, quand je prends l'exemple du maraîchage, le fait de mettre en place des systèmes de pompage solaire avec le goutte à goutte, ça permet aux femmes d'être résilientes au changement climatique parce que là, l'accès à l'eau, il y a déjà le pompage, donc il y a l'accès à l'eau et tu comprends qu'il y a déjà la mise en place de la technologie énergétique qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de contribuer à la résilience des femmes. Donc, ne serait-ce que cet exemple, mais également même l'accès, parce qu'aujourd'hui on parle il y a les énergies renouvelables, il y a des technologies améliorées comme les foyers améliorés par exemple. Aujourd'hui en milieu rural, le fait de diffuser des foyers améliorés, ça leur permet de réduire le temps de travail, le nombre de kilomètres qu'ils doivent traverser pour aller chercher du bois de chauffe. Et donc ça leur permet également d'économiser du temps pour développer d'autres activités. Mais ça le protège, ça contribue également à la protection sur la santé de la femme, des enfants, parce qu'on sait que quand la femme cuisine en Afrique, souvent il a l'enfant sur le dos. Donc, s'ils utilisent des technologies qui émettent, c'est-à-dire les 3P polluants, il y a l'impact sur la santé, et c'est démontré même par l'OMS, mais également sur la santé de l'enfant. Donc, c'est le fait d'utiliser des technologies améliorées, modernes, ça contribue non seulement à notre santé, mais également à lutter contre la déforestation. Parce que c'est lié, comme je t'ai dit, genre énergie-climat, ça contribue non seulement le fait de mettre des énergies renouvelables, ça lutte contre les changements climatiques, mais également ça permet à la population d'être résilient. Et Fatou, suite à là, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Tout à fait, si vous le permettez. J'aimerais rajouter par rapport à ce que Maïmouna vient de dire concernant les énergies renouvelables, par rapport à l'installation des panneaux solaires, c'est qu'il faudrait justement pas seulement fournir des panneaux solaires, mais il faudrait carrément aller vers une autonomisation des femmes. C'est-à-dire, en cas de panne, elles ne doivent pas rester là à attendre qu'on vienne réparer ces panneaux solaires parce qu'elles perdent en temps. Il faudrait justement les capacités, pour moi, par rapport au dépannage de base, par rapport à la maintenance de base, parce qu'il y a des équipements qui leur sont fournis. Pour moi, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas fait des cours de physique ou de chimie ou de maths qu'elles ne sont pas capables. Au contraire, elles ont des expériences locales qui, pour moi, ne sont pas assez valorisées. Et ces expériences locales doivent justement être renforcées par tout ce qui est capacité, entre guillemets, moderne, pour qu'elles puissent elles-mêmes utiliser, en prendre soin et influencer les jeunes filles dans ces milieux qui souvent ne s'orientent pas vers les sciences. Et je pense que nous connaissons tous la place de la femme dans la société. C'est celle qui influence beaucoup. Et là, ça motiverait davantage les jeunes filles à aller vers les sciences. Mais ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'il faudrait, par rapport à la déforestation, pratiquer des techniques d'agriculture visant non seulement à valoriser les sols parce que les sols sont dégradés avec les types d'agriculture qui sont pratiqués dans beaucoup de zones parce que non seulement ça permettra de revaloriser les sols, mais au niveau de la nappe phréatique aussi, il y a des conséquences et ces conséquences vont irradier au niveau de tout l'écosystème, aussi bien au niveau du biotope que de la biocénose. J'aimerais aussi rajouter, si vous le permettez, par rapport à ce que Maïmouna a dit, concernant les foyers améliorés, c'est de voir aussi à partir de ces cultures. Par exemple, il y a les foyers à balles de riz au niveau du Mali et au niveau du Bénin qui marchent très bien. Donc, comment faire à partir de certaines cultures que ces femmes puissent aller vers la transformation des déchets pour obtenir justement des engrais bio. Et ça pose d'ailleurs la question de l'élimination des déchets au niveau des Ziguinchor. Si vous remarquez, souvent vers 18h, 19h, elles mettent les déchets et elles les brûlent. Parmi ces déchets, il y a des déchets qui peuvent être transformés en engrais et il y a des déchets plastiques qui peuvent être recyclés et soit transformés localement, leur apprendre comment
les transformer ou tout simplement les revendre à des sociétés locales de transformation. À côté de ce recyclage et de la mise en valeur aujourd'hui de ces déchets, vous avez abordé aussi une autre question, à savoir la question de la terre, de la fertilité des sols. Mais on sait que l'accès à la terre aussi est un réel problème pour les femmes, surtout dans ce contexte de changement climatique-là. Exactement. Allez. D'accord. Ensuite, après, elle va réagir. Tout à fait. Par rapport à l'accès à la terre, c'est vrai que, je prends le cas du Sénégal, dans certaines régions, l'accès à la terre pour les femmes pose vraiment un problème. Et c'est lié à des réalités socio-culturelles sexo-spécifiques, en dehors du cadre juridique. Ça, il faut le dire. Il faudrait sensibiliser aussi bien les femmes et les hommes sur le fait qu'en adhérant tout simplement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Donc l'accès à la terre ne devrait pas être un problème, mais il y a aussi la question de l'héritage qui pose problème, parce que par rapport à l'application des droits afférents à l'héritage, si vous regardez bien, c'est le droit coutumier qui prime sur le droit civil. Et souvent, au niveau des familles même, cela pose problème quant au droit pour la femme de disposer ou non de la terre. Et vous vouliez réagir par rapport à cette question de l'accès à la terre? Oui, c'est par rapport à l'accès à la terre, mais également sur la question d'autonomisation, à mon avis, qui est au cœur même des questions d'égalité de genre, etc. Et donc, tout à l'heure, elle a dit qu'il ne suffit pas de mettre en place des panneaux solaires et de les laisser. Nous, par exemple, au niveau de Saint-Louis, nous avons eu à expérimenter un projet de résilience où on forme les femmes, parce qu'il y a aussi, le problème d'accès à la terre qu'il fallait régler, parce que comme elle l'a dit, tout récemment nous avons fait une étude où nous avons rencontré, en tout cas entendu les femmes parler du problème d'accès à la terre. L'héritage, aujourd'hui, c'est le droit coutumier qui prime, alors qu'au niveau du Sénégal, c'est reconnu que l'homme et la femme ont accès à la terre, le droit, égalité par rapport à l'accès à la terre. Mais malheureusement, jusqu'à présent, en tout cas en milieu rural, le problème se pose toujours. Et donc, par rapport à l'autonomisation dont elle est en train de parler, il y a le renforcement de capacités, l'installation des technologies, le renforcement de capacités et même l'information climatique. Parce que si les femmes, les jeunes sont informés sur le climat, s'ils ont l'information climatique à travers l'ANACIM qui est en train de faire un excellent travail, donc moi je pense que ça va leur permettre d'économiser du temps, mais également de gagner plus à travers, avec des revenus. Et donc elle a parlé tout à l'heure des foyers améliorés. Aujourd'hui, le Sénégal a bénéficié d'un grand programme financé par le Fonds Vert Climat, dont Enda Énergie est entité d'exécution, et c'est financé par le Fonds Vert Climat et la BMZ. Donc, nous sommes en train de faire une diffusion au niveau national pour qu'au moins en milieu rural, les femmes puissent utiliser des technologies modernes qui vont contribuer non seulement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la thématique, l'implication des femmes dans la résilience, c'est important parce que ce sont les femmes, c'est leur vécu quotidien. Donc toute action qu'on entreprend, on doit impliquer les femmes au cœur de ces actions-là. Et on reste avec cette résilience-là. Déjà, on est dans un contexte de pandémie ou bien de post-pandémie, si on peut se le permettre, suite à la crise socio-économique engendrée par cette pandémie de Covid-19. La faim a continué à augmenter à travers le monde. Présentement, 811 millions de personnes souffrent de faim, soit près de 10% de la population mondiale. Parmi ces populations-là qui souffrent de faim, les femmes également, puisque les femmes comme les enfants constituent des couches vulnérables. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette injustice-là liée au genre, qui est de plus en plus permanente? Je veux bien sûr parler de l'injustice. Oui, pour faire le link même avec la thématique qui nous regroupe aujourd'hui. Si aujourd'hui, comme vous le savez, hein, les changements climatiques, l'impact, ça entraîne la salinité des terres. Donc, de plus en plus, les gens sont en train de perdre des terres à cause de ces effets des changements climatiques. C'est vrai que, par exemple, au niveau du Sénégal, les femmes prennent il y a des technologies endogènes qu'il faut valoriser. Parce que quoi qu'on puisse dire, au niveau local,
il y a des technologies qui sont en train d'être développées. Donc, c'est de les valoriser pour vraiment lutter contre cette salinité, la salinité de la terre. Parce que si on a des terres, ça sert, à mon avis, ça va réduire la faim dont vous êtes en train de parler. Donc, c'est de vraiment mettre en place des stratégies d'adaptation qui vont permettre de réduire la salinité des terres. Plus en plus au Sénégal, on remarque qu'il y a de plus en plus d'éthane. La salinité, vraiment, ça avance très vite. Donc, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, pour vraiment avoir cette sécurité alimentaire-là, il faut qu'on essaie de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre vraiment de développer l'agriculture au niveau local, mais également au niveau international. Et Fatou, ces inégalités de genre sont très souvent aussi liées à la configuration de nos sociétés africaines. Nous en avons parlé tout à l'heure, particulièrement en milieu rural. Certaines tâches domestiques, comme l'approvisionnement du foyer, en eau ou en bois de chauffe, la gestion de l'agriculture familiale, les activités génératrices de revenus, les petits commerces, entre autres, sont dédiés aux femmes. Aujourd'hui, comment est-ce que ces femmes-là peuvent-elles relever le pari de l'atténuation face au changement climatique? Puisqu'on est dans un contexte de changement climatique, donc tout ce qu'on peut, c'est faire de l'adaptation ou de l'atténuation face à ce changement climatique-là ou ces dérèglements. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Maïmouna a parlé des stratégies d'adaptation. Moi, je pense qu'on doit aller bien au-delà des stratégies d'adaptation, même si on en a besoin, c'est-à-dire au niveau des instances de décision. Souvent, quand vous regardez au niveau de l'élaboration des politiques publiques, les femmes à l'échelle locale ne sont pas impliquées. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de projets qui sont déployés, mais la question qui se pose véritablement, c'est est-ce que les véritables préoccupations de ces femmes sont réellement prises en charge par ces projets et par ces programmes? Je prends l'exemple des programmes d'aménagement rural et agricole à grande échelle. Il faudrait qu'au niveau des instances de décision, que les femmes qui évoluent à l'échelle locale soient intégrées. Ce n'est pas une question de niveau d'études ou de langue, parce que la langue aujourd'hui ne devrait plus constituer une barrière. Et par rapport à justement ce que vous avez dit, il y a jusqu'à présent beaucoup de facteurs liés à la configuration sociétale et il ne s'agit pas seulement des tâches qui sont dévolues aux femmes par la société, mais il s'agit également de toutes ces violences et de toutes ces discriminations qui sont vécues par les femmes, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et je pense d'ailleurs qu'en milieu rural, c'est de loin beaucoup plus accentué, parce qu'en milieu urbain, il y a beaucoup de plaidoyers, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, mais la proportionnalité par rapport au milieu rural reste pour moi encore très faible. Maïmouna, à côté de l'impact des changements climatiques sur les femmes et les filles, ces dernières jouent aussi un rôle essentiel. Je veux bien sûr parler des femmes et des filles. Elles jouent un rôle essentiel dans l'orientation et la stimulation des changements en matière d'adaptation et d'atténuation, surtout au niveau des solutions face à ces dérèglements climatiques-là. Et à votre niveau, vous qui êtes spécialisé sur les questions de genre, énergie, climat, vous avez tout à l'heure commencé à développer sur certaines actions aujourd'hui que vous menez à la base, mais souvent ces actions sont déroulées par les ONG sur un temps bien défini. Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la capacitation soulevée par Fatou est prise en compte pour qu'au-delà du projet ou après le projet, que ces populations se l'approprient et puissent pérenniser cela? Je veux parler des questions d'adaptation. Bien sûr. Comme Fatou l'a dit, en fait, quand on parle de changement climatique, les deux thématiques clés, c'est vraiment l'adaptation et l'atténuation. Il y a des secteurs qui contribuent à l'atténuation et il y a des secteurs qui contribuent à l'adaptation. Donc aujourd'hui, on est en train de... Il y a des actions, par exemple le fait d'utiliser de l'énergie, ça peut contribuer à l'atténuation. Mais au niveau local, ils ont besoin des actions d'adaptation pour sortir pour être beaucoup plus résilients. Et donc, comme tu l'as dit, par exemple, j'avais commencé tout à l'heure avec les îles du Saloum. Nous, c'est important, les actions qu'on est en train de faire, on le fait de manière participative. Par exemple, pour le reboisement, quand on fait le reboisement, on le fait avec les femmes, les jeunes, les populations au niveau local, parce qu'ils doivent s'approprier de l'activité et comprendre pourquoi aujourd'hui on pousse les populations à faire du reboisement. Et là, si tu avais la chance d'avoir une dame des îles du Saloum,
comprend maintenant qu'aujourd'hui, c'est à cause de ce reboisement-là qu'ils pourront développer ces activités d'ostréiculture. Parce que les huîtres, pour l'avoir, il faut avoir de la mangrove. Et donc, c'est des actions qu'on fait de manière participative. Quand je prends l'exemple de l'ostréiculture durable, c'est des parcs ostréicoles qu'on installe au niveau de cette mangrove, parce qu'on sait que les femmes, les jeunes, quand ils font l'extraction de ces huîtres-là, exploitent les huîtres, souvent ils utilisent des outils rudimentaires. Donc la stratégie, c'était quoi? C'était de les accompagner à mettre en place des parcs ostréicoles qui vont leur permettre non seulement d'augmenter leur production, mais également de protéger l'écosystème mangrove. D'éviter de tuer la mangrove en exploitant aujourd'hui les huîtres qui s'y trouvent. Exactement. Fatou, nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste cette dernière question, toujours à la fin plutôt de la première partie. Toujours dans le cadre de la recherche de solutions, l'année dernière, en 2021, lors du forum Génération Égalité, la coalition d'action de l'action féministe en faveur de la justice climatique a été lancée. Il s'agit d'une coalition sur l'action des femmes en faveur de la justice climatique. L'objectif est d'ici à 2026 d'amener les femmes et les filles dans leur diversité à participer de manière équitable au processus de prise de décision afin aujourd'hui d'arriver à des réponses climatiques efficaces centrées sur les droits humains. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous d'une telle coalition, Fatou? L'appréciation que je fais, elle est très positive dans la mesure où, pour moi, plus les femmes se mobiliseront, plus elles s'engageront, pour moi, les efforts porteront à un moment ou à un autre, même si c'est vrai que 2026, il faut être optimiste, mais on n'est pas encore prêt de sortir de l'auberge. Parce qu'il faut dire que par rapport à certains États africains, il y a des réalités sociales sexo-spécifiques qui sont extrêmement ancrées et il faudrait que les femmes se mobilisent davantage pour combattre cela, mais qu'il y ait aussi un encadrement juridique par rapport à certaines discriminations qui, à ce jour, pour moi, ne sont pas encore légiférées. Par rapport à ces discriminations-là, il existe depuis 1979 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, une convention qui a 43 ans en 2022. Quels sont aujourd'hui les acquis quant à cette convention et qu'est-ce qui reste à être fait? Ce sera la thématique en deuxième partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Fatou Fall, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, précise que le développement complet d'un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes dans tous les domaines. Plus de 40 ans aujourd'hui après l'adoption par les Nations Unies de cette convention, quelle appréciation ou bien quel regard avez-vous par rapport aux acquis? Par rapport à cette convention, je peux dire qu'il y a quand même des évolutions à noter, notamment en ce qui concerne l'intégration au niveau des textes nationaux de certaines formes de violences faites aux femmes, mais aussi par rapport à l'adoption de lois punitives concernant certaines violences, allant même jusqu'à la criminalisation du viol dans certains États. S'il y a des acquis, il faut dire aussi qu'il y a encore beaucoup d'insuffisances, surtout au niveau des États africains, qui justement peinent à mettre en œuvre, parce qu'il faut le dire, il y a un écart entre les textes existants et la mise en œuvre. Et pour ce faire, je pense qu'il faudrait déjà cibler certaines discriminations. Et qu'est-ce qui justifie cet écart-là? Voilà, en fait, je peux dire que déjà, il faut regarder les réalités sociales et culturelles et religieuses aussi, parce que si on prend l'exemple de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Je prends l'exemple du Sénégal, au niveau de la Constitution de 2001. Si vous parcourez, ça figure, mais ça ne figure pas au niveau, par exemple, du Code du travail. Il faudrait procéder à une réforme du Code du travail, procéder à une réforme aussi du Code de la famille. Pourquoi une réforme du Code de la famille? Je prends l'exemple de la puissance paternelle et de l'autorisation parentale. Vous voyez des femmes qui
qui sont parfois dans une position de divorce, qui sont divorcés et qui ont des opportunités professionnelles et qui n'arrivent pas à sortir du territoire avec leurs enfants parce qu'il faut l'autorisation du père qui n'est plus dans une famille et elles ne peuvent pas obtenir facilement ce papier. Donc cette question de puissance paternelle, pour moi, les femmes doivent davantage se mobiliser pour que tout simplement elles puissent avoir les mêmes droits que le père dans la mesure où lorsqu'on dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité, ils doivent bénéficier des mêmes droits par rapport aux enfants. Mais il n'y a pas que ça. Concernant les violences faites aux femmes, vous voyez souvent dans les cas de divorce toujours des persécutions vis-à-vis de la femme. Jusqu'à présent, au niveau du Code de la famille, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'ordonnance d'éloignement. Le juge peut fixer dans un rayon d'1 kilomètre à ce que tout simplement l'ex-mari ne s'approche pas de la femme pour qu'il ne puisse pas la violenter. Par rapport aux acquis, j'aimerais rappeler aussi l'exemple du Sénégal où nous disposons d'un numéro vert. Ce numéro vert qui a été le fruit d'un combat mené par l'AJS, mais aujourd'hui pour moi, qui est toujours sous-tendu par des insuffisances dans la mesure où lorsqu'une femme appelle sur ce numéro vert et qu'elle dit être victime de violences conjugales, la gendarmerie, la police devraient pouvoir se déplacer et venir constater ce qui se passe et sauver cette personne parce que c'est la vie d'une personne qui est en danger. Et dès lors, ça pose la question de la sensibilisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas à ce jour ce numéro vert, mais ça pose aussi la question de l'encadrement de ces femmes violentées. Quelles sont les procédures? Et pour ce qui est de ces violences basées sur le genre, Maïmouna, on reste toujours avec cette convention-là sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Vous, quelle appréciation est-ce que vous en faites, surtout sur le continent africain, dans un pays comme le Sénégal, en matière d'avancée pour la préservation et la protection des droits de ces femmes-là? Oui, merci. Cette question est assez importante. Moi, je vais même le contextualiser par rapport, je prends l'exemple de l'accès à la terre. Aujourd'hui, le Sénégal, il reconnaît que l'homme et la femme ont droit à accéder à la terre, mais quand on part, par exemple, en milieu rural, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les coutumes, l'aspect socio-culturel fait que jusqu'à présent, c'est une problématique. Mais est-ce que cela ne témoigne pas d'une certaine insuffisance? Oui, c'est une insuffisance. C'est une insuffisance. Et donc là, ça nécessite beaucoup de sensibilisation à mener, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui, jusqu'à présent, n'ont même pas l'information ou bien n'osent même pas s'exprimer pour dire que voilà, j'ai droit d'accéder à la terre. Quand on parle d'héritage aujourd'hui, moi, je prends toujours l'exemple du milieu rural parce que c'est eux qui sont plus vulnérables, à mon avis. En milieu urbain, ils peuvent se défendre, ils ont l'accès à l'information et tout. Mais en milieu rural, on te dit que, par exemple, pour l'héritage, c'est l'homme qui doit hériter à la terre. Même si vous êtes de même mère et même père, c'est l'homme qui doit hériter parce que et ce qu'il avance, c'est juste des questions coutumières. Et que la femme doit se marier, il va partir dans un autre foyer. Donc, quand il part là-bas, il y a des terres. Donc, ce n'est pas l'appel qu'il hérite aux terres de son père. Donc, vous voyez, c'est injustice. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bon de faire des lois, mais ce qui est important, c'est la mise en œuvre. C'est vraiment l'exécution de ces différentes lois-là. Essayer de faire un suivi, sensibiliser, faire le plaidoyer pour que les acteurs à la base puissent comprendre qu'il y a des lois qui sont érigées, que ce soit sur l'accès à la terre, la criminalisation du viol. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites juridiquement, mais quand tu pars sur le terrain, beaucoup de personnes ne sont pas informées. Pour ce qui est de ces limites, j'en viens Fatou, pour ce qui est de ces limites-là aujourd'hui liées à toutes ces lois qui existent déjà en faveur des femmes, mais qui dans la réalité ne se concrétisent pas. Vous avez tout à l'heure soulevé beaucoup de problèmes dans ce sens-là, sur les questions de la terre, sur les questions du divorce, sur les questions de la puissance paternelle. Mais aujourd'hui, est-ce que ces problèmes-là aussi ne sont pas à côté de la coutume? Est-ce que ces problèmes-là ne sont pas intrinsèquement liés aussi avec des considérations religieuses, dans la mesure où, à plusieurs reprises aussi, c'est des questions qui ont été agitées ici au Sénégal par des organisations de défense des droits de ces femmes-là, mais souvent ça s'est heurté à la position des religieux et les non-États également ont pris du recul par rapport à cela.
Alors par rapport à cela, j'aimerais déjà souligner un fait, c'est que le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont ratifié cette convention en émettant des réserves, et ces réserves portent essentiellement sur le statut de la femme dans le mariage. Et pour rappel, si je regarde au niveau du Sénégal, le droit coutumier a préséance sur le droit civil lorsqu'on traite du statut de la femme dans le mariage, mais aussi par rapport à l'héritage concernant le foncier. Mais est-ce que ce n'est pas aussi par rapport à l'histoire même de ce droit, de ce code de la famille sénégalais-là, qui, on le sait aussi, a été conçu avec le droit musulman et les autres religions révélées et le code civil français? Tout à fait, mais il ne faudrait pas oublier une chose, c'est que la société sénégalaise n'était pas patriarcale avant la colonisation, elle était matriarcale. C'est avec la colonisation que les hommes ont réussi, entre guillemets, à instaurer une sorte de suprématie dans différents domaines, à arracher aux femmes leurs droits. Mais c'est aux femmes, tout simplement, de faire en sorte que ces droits leur reviennent. Parce que ce sont des droits qui leur appartiennent, qui n'appartiennent pas exclusivement aux hommes. Concernant les religieux, il faudrait comprendre avant tout que nous sommes dans un État laïque. Nous ne sommes pas dans une république islamique. Si nous voulons, coûte que coûte, mélanger les textes juridiques ou bien tout simplement leur donner une forte imprégnation de tout ce qui a trait à la religion, ça va poser problème parce que nous sommes dans un État, même si c'est à 95% constitué de musulmans, il y a d'autres religions dans cet État. Donc il ne faudrait pas... Est-ce que cela ne nous renvoie pas aussi à nos réalités sociétales? Au Sénégal, par exemple, on a un islam très confrérique, ce qui est quand même une particularité par rapport à d'autres pays. Est-ce que cela ne nous renvoie pas à notre réalité sociétale également? Oui, mais vous savez, je ne veux pas basculer sur le thème de la religion, mais j'ouvrirai quand même une petite parenthèse pour dire que l'islam, au niveau de l'islam, les femmes ont beaucoup plus de droits pour moi que les hommes. Mais malheureusement, dans cette société, combien de femmes le savent? Il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de façons de faire qu'elles ont parce que tout simplement, elles ne savent pas. Elles appliquent la religion, mais elles ne savent pas que dans leur religion, l'islam leur donne beaucoup de droits. Pour moi, beaucoup plus de droits même que les hommes. Et moi, je pense que même cette question du féminisme, aujourd'hui, si elle existe, si on regarde sur le plan de la religion, c'est parce que tout simplement, on n'a pas respecté ce que l'islam a demandé de faire par rapport aux femmes. C'est ce qui fait aujourd'hui que le féminisme existe. C'est ce qui fait aujourd'hui que des femmes musulmanes se positionnent pour dire que oui, vous nous avez arraché tel droit, tel droit, tel droit. Si on devrait régler cette question par rapport au plan de la religion, sauf que nous sommes dans un État laïque, on ne devrait pas obligatoirement reposer sur des questions d'ordre religieux, même si elles pourraient aider. Puisque nous savons que l'esprit des lois repose souvent sur les us et coutumes. Mais lorsque les us et coutumes aussi ne vont pas avec la modernité, ne vont pas avec l'épanouissement de tout un chacun, il faudrait revoir la façon de faire et donc réviser ces textes qui jusqu'à présent freinent l'épanouissement de la femme aussi bien dans le milieu professionnel que dans la vie sociale de tous les jours. Et on reste avec les textes, Maïmouna. Beaucoup de pays africains ont tenté depuis plusieurs années d'élaborer un droit moderne, moins inégalitaire. Mais des principes discriminatoires persistent toujours dans ces pays-là. C'est ce que vient de développer tout à l'heure Fatou. Le développement du droit codifié aujourd'hui a-t-il pour effet d'améliorer la situation juridique des femmes ou au contraire de créer de nouvelles discriminations? Bon, moi, je ne dirais pas que ça a créé de nouvelles discriminations. Donc, comme je l'ai dit, c'est toujours, à mon avis, comme Fatou l'a dit tout à l'heure, moi j'ai d'habitude de le dire, c'est peut-être la religion n'est pas un frein. Parce qu'il n'y a pas de religion qui interdit l'héritage que les femmes héritent à la terre ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est toujours les coutumes il y a l'aspect socio-culturel, les coutumes qui sont en tout cas prioritaire à mon avis, en milieu rural, qui fait que du coup, c'est tellement difficile de prendre en compte ce que les juristes mettent en place, les lois, etc. Moi, je ne suis pas juriste, mais c'est tellement difficile. Tu as beau prendre des décisions, des lois, mettre en place des lois, mais tant qu'on n'a pas sensibilisé les chefs coutumiers, les leaders d'opinion, là, ça sera très difficile en Afrique d'atteindre nos objectifs. Que ce soit au Sénégal, au Niger, au Mali, c'est le même problème. C'est vraiment les questions coutumières
qui pose toujours problème. Donc moi, je le dis tout le temps, je ne pense pas que c'est la religion qui est le problème, c'est plutôt les coutumes. Et là, il y a des leaders d'opinion. Moi, je pense qu'il faut essayer de voir quelle stratégie, quand on part au niveau local, dans chaque pays, il y a des chefs coutumiers. Ici, par exemple, on nous parle des Badjanougor, il y a les chefs coutumiers, les leaders d'opinion au niveau local. Essayons de parler avec ces personnes-là pour sensibiliser les populations sur les opportunités, les droits, et qu'ils comprendront en fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment pour un monde égalitaire, Fatou, est-ce que durable. cela ne pourrait pas constituer une solution, la sensibilisation des leaders d'opinion, des chefs religieux ou bien des autorités coutumières? Tout à fait. Vous savez, au niveau du Mali et même du Niger, ce sont des pratiques qui sont actuellement en train d'être consolidées, c'est-à-dire les chefs religieux sont associés aux échanges, les chefs coutumiers et, comme elle l'a dit tantôt, Maïmouna, les leaders d'opinion. Mais pour moi, il ne s'agit pas seulement de sensibiliser. Pour moi, il s'agit aussi de renforcer les instruments, parce qu'il y a certaines discriminations à ce jour qui existent et qui ne font pas l'objet d'une législation claire et précise. J'ai parlé tantôt de cette question de puissance paternelle qui pose problème, de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, quel que soit le poste. J'ai parlé aussi, j'ai oublié de parler, c'est vrai, du harcèlement moral, parce que les violences, elles ne sont pas que physiques, elles sont morales aussi, il faut le dire. Nous avons une société qui s'adresse de manière très violente aux femmes. Dans notre quotidien, nous sommes constamment confrontés à cela. Et parce que tout simplement, il y a des clichés, il y a des stéréotypes qui sont là, mais qui sont véhiculés par les hommes. Et les femmes, justement, doivent apprendre à dire non à ce genre de comportement. Elles doivent apprendre à s'assumer. Il faut qu'elles apprennent à avoir confiance en elles. Parce que tant qu'elles n'auront pas confiance en elles et qu'elles oseront dénoncer toutes ces violences, parce qu'il faut aussi dénoncer ces violences, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques, il faut aller vers la dénonciation. Et en milieu rural, elle l'a dit tantôt, ces coutumes posent problème parce qu'elles ont peur. Elles ne savent pas sur qui se rabattre et où se rabattre en cas de problème. Et d'ailleurs, il y a des expériences sur lesquelles le Sénégal devrait pour moi copier. Il s'agit du Mali avec les centres de crise, One Stop Center. Il y a aussi la Maison de la Femme au niveau du Niger qui tout simplement accueille les femmes violentées, les assiste juridiquement, mais également... Le modèle dont vous parlez, Fatou, est-ce qu'on n'a pas un modèle à peu près pareil avec ce qu'il convient d'appeler ici des boutiques de justice, qui souvent accueillent des femmes qui sont, que ce soit dans des procédures de divorce ou victimes de violences et autres formes de discrimination, pour les encadrer, leur montrer par quelle voie passer pour rester en justice ou bien pour aujourd'hui obtenir gain de cause par rapport à leur requête? Alors, je vais donner un exemple qui va être très choquant. Vous voyez parfois une femme qui se fait frapper, qui est frappée chaque jour chez elle. Elle appelle le numéro vert, elle dit qu'on la frappe tous les jours. Est-ce qu'il y a des gendarmes, est-ce qu'il y a des policiers qui viennent chez elle? On ne peut pas dire que oui, ça se fait de manière systématique. Cette femme ne peut pas rentrer chez elle parce que tout simplement ses parents lui disent que non, elle doit rester dans ce foyer et supporter au nom de je ne sais quoi. Et après, qu'est-ce qu'il en suit? Des meurtres. Il y a combien de femmes qui sont mortes chez elles parce que tout simplement, elles sont en train d'attendre des boutiques, excusez-moi de ce que je vais dire, mais qui ne font que donner des conseils. Il faut mettre en place des maisons d'accueil, des foyers d'accueil pour ces femmes violentées qui sont en danger. Ce sont des vies en danger qu'il faut protéger systématiquement. Maintenant, les boutiques de droit, pour moi, doivent évoluer. Il faut que ces boutiques évoluent. Et il y a beaucoup de femmes à ce jour qui ne savent même pas que des boutiques de droit existent. Ça pose encore la question de la sensibilisation. Et à titre privé aussi, il y a des femmes aussi qui ont essayé de mettre sur pied ce genre de maison d'accueil. On peut citer aujourd'hui la Maison Rose qui fait beaucoup aussi par rapport à l'encadrement de ces femmes-là, victimes de violences et autres formes de discrimination. Et il y a autre chose également, c'est les textes. C'est-à-dire, beaucoup de textes existent. Que ce soit le protocole de Maputo, que ce soit la plateforme d'action de Beijing, que ce soit les textes de l'Union africaine ou bien même nos lois et nos constitutions. Mais on a l'impression que rien n'est fait dans la mesure où ces textes sont bien écrits,
sont ratifiés, sont promulgués et tout. Mais le souci réside aujourd'hui dans l'application ou bien dans l'effectivité de ces textes. Comment aujourd'hui remédier à cela selon vous? Comment aujourd'hui corriger cela? Oui, moi, à mon avis, comme je l'ai dit, en Afrique, on adhère à beaucoup de textes, mais la réalité en est qu'on a du mal à mettre en œuvre. Donc, tout à l'heure, il a parlé de numéro vert. C'est pourquoi quand il parlait de numéro vert, je me dis, quand on est dans un milieu où on n'a même pas de téléphone, quand est-ce qu'on va appeler un numéro vert? Moi, je pense que c'est cette maison dont il a parlé tout à l'heure, maison d'accueil, c'est assez important. Et c'est des stratégies, il faut toujours essayer de mettre en place des stratégies, essayer de voir des leçons apprises, parce que c'est quelque chose qui est fait dans un autre pays et qui marche. Donc, qu'on essaie de voir, mais si ces textes-là ne sont pas adaptés aussi à nos réalités, là, ça peut prendre du temps dans la mise en œuvre. Ça aussi, ça peut être le frein. Mais à mon avis, il faut toujours voir les bonnes pratiques, parce qu'à mon avis, il y a toujours des bonnes pratiques, mais faut pas, si c'est des bonnes pratiques qui sont de l'Occident, ça peut ne pas marcher ici. Donc, il faut toujours, à mon avis, contextualiser, essayer de voir les textes. À chaque fois qu'on propose des textes, essayer de contextualiser comment on peut mettre en œuvre ces textes-là. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé de leader d'opinion, de chef coutumier, parce que je sais que quand on a un numéro vert, ces populations qui n'ont même pas accès, qui n'ont même pas de téléphone, quand il y a cette violence-là, tu ne vas même pas appeler parce que tu n'as même pas de téléphone. Et ils ne sont pas informés, elle l'a dit tout à l'heure, ils ne sont même pas informés de l'existant. Donc, la plupart du temps, c'est le milieu urbain. Donc, à mon avis, il faut, avec ces textes, c'est bon d'adhérer, mais c'est mieux encore de proposer des actions et essayer de voir dans le contexte local comment mettre en œuvre toutes ces actions et ces textes. Allez-y, Fatou. Oui, j'aimerais rajouter à ce que Maïmouna vient de dire. Par rapport au protocole de Maputo, moi, ce protocole me pose problème au niveau du Sénégal. Vous savez, le Sénégal se plaît toujours à ratifier toutes les conventions et tous les protocoles qui circulent pour tout simplement faire plaisir aux bailleurs. Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de quémander, entre guillemets, tout le temps, au lieu de trouver des moyens de générer des financements à partir des ressources de ce pays, ils sont toujours en train de quémander, entre guillemets, des ressources. Et là, ça pose problème parce que quand on ratifie le protocole de Maputo, ce dont peut-être ils n'ont pas pris, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que les femmes aujourd'hui ont le droit à l'avortement dans ce pays. Parce que le protocole de Maputo, c'est clairement mentionné dedans. Maintenant, comment on peut ratifier je ne sais combien de conventions et de protocoles et ne pas les transposer au niveau des dispositifs nationaux? Si nous n'avons pas envie d'appliquer ça ici, mais qu'on arrête de ratifier des conventions comme ça, soit on ne lit pas avant de ratifier, ou bien on ratifie pour les beaux yeux des bailleurs. Et ça pose des problèmes parce que au niveau des discriminations et des violences faites aux femmes, vous ne pouvez pas, par exemple, demander à une jeune fille de 12 ans, un enfant de 12 ans, qui a été violé ou qui a été victime d'inceste, de porter sa grossesse. C'est mettre sa vie en danger. Et pour rester avec ces incohérences-là, Fatou, on retrouve cela aussi au niveau d'autres textes. Aujourd'hui, la charte africaine pour le bien-être de l'enfant aujourd'hui est une charte qui est claire quant à la majorité aujourd'hui de l'enfant et même pour nos textes au niveau national également. Pour le mariage. Voilà, pour le mariage, nos textes précisent clairement que la majorité, c'est à 18 ans. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de mariage, il est autorisé que la fille puisse se marier dès l'âge de 16 ans et le garçon à 18 ans parce que les questions qui sont évoquées ici sont des questions d'ordre biologique, que la femme peut être est plus précoce aujourd'hui que l'homme. Donc, à 16 ans, elle peut déjà se marier. Donc, comment corriger souvent ces incohérences-là qu'on voit au niveau des textes nationaux et des conventions et autres traités ratifiés par nos États? Pour moi, le mariage précoce est un crime. Moi, je considère que ça doit être criminalisé. Parce que je trouve qu'il est tout à fait injuste de permettre aux hommes d'évoluer aussi bien dans le milieu social que dans le milieu professionnel et de plomber la vie de jeunes femmes, l'avenir de jeunes femmes, mais qui souvent, même à l'école, sont de loin plus brillantes que les hommes. Désolée de le dire ainsi, mais on remarque qu'au niveau des écoles, que les filles sont de loin plus brillantes. Donc, toutes ces incohérences, pour moi, le Parlement aussi a son rôle à jouer. Mais vu que nous avons une assemblée en majeure partie constituée de députés mécaniques,
vous m'excuserez du terme, je pense qu'il faudrait que la société civile se mobilise davantage et trouve des stratégies, consolide les plaidoyers et ne se lasse pas, justement, pour qu'on puisse acquérir ce qui nous manque pour pouvoir se développer. Parce que si on arrive à éradiquer ces violences faites aux femmes et ces discriminations à l'endroit des femmes, nos États vont indubitablement se développer, ça c'est sûr. Maïmouna, selon vous, comment aujourd'hui arriver à éradiquer ces violences et autres discriminations à l'égard des femmes? Quelles propositions faites-vous? Oui, c'est tout à fait un problème actuel parce que, qui est toujours actuel d'ailleurs. Parce que quand on dit de violence, ce n'est pas seulement physique, il y a verbal, psychologique. Et je me dis qu'il n'y a pas plus dur encore que les violences verbales. C'est vrai, d'habitude, c'est les violences physiques que les gens sont informés, mais les violences verbales, c'est quotidien. Et à mon avis, il n'y a pas plus difficile que ça de vivre avec cette violence-là. À mon avis, c'est comme je l'ai dit, c'est bon de ratifier, mais après de chercher des solutions de gauche à droite. Tout à l'heure, il a parlé du protocole de Maputo avec l'avortement. Je me dis qu'on a ratifié peut-être, mais sans prendre en compte le contexte. Donc moi, comme je l'ai dit, il faut toujours partir à la base. La sensibilisation, le contexte local, c'est toujours important pour pouvoir faire face à ces violences basées sur le genre. Donc comme je l'ai dit, violence basée sur le genre, ce n'est pas seulement violence sur les femmes, mais également les hommes même peuvent être violentés. Hein? Donc, c'est des cas qui arrivent, les enfants, les personnes vivant avec des handicaps. Donc, il y a tous ces personnes vulnérables-là. À mon avis, la sensibilisation, le plaidoyer, mais également, quand on met en place une loi, il faut la suivre. Il faut mettre en place des mécanismes pour que vraiment lutter contre cette violence-là. Tout récemment, je pense qu'en 2020, on a parlé de la criminalisation du viol. Et donc, je pense que c'est bon, mais il faut toujours suivre et faire de sorte que ces victimes-là, à chaque fois qu'il y a victime, qu'ils puissent savoir là où il doit aller, là où il doit avoir l'information pour que ce processus soit suivi. On reste avec le protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui amène aujourd'hui les États signataires à garantir les droits des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes. Mais en période électorale et dans les prises en période électorale, surtout en Afrique, ce n'est pas à cela qu'on assiste. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Oui, la première chose qui pourrait l'expliquer, c'est qu'au niveau des textes, les dispositions afférentes au respect de la parité, aussi bien sur les listes qu'au niveau de l'octroi des financements, n'est souvent pas de vigueur, donc ne peut pas être respecté. Il y a aussi le fait que, pour moi, les femmes doivent davantage s'assumer, aller vers la création de partis politiques, avoir une sorte d'influence citoyenne qu'elles doivent mettre en œuvre, déployer au niveau des sphères dans lesquelles elles évoluent. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de la charte de protection pour les enfants et Maïmouna a parlé aussi des discriminations même faites à l'égard des hommes. Et j'aimerais en profiter pour dire que ce n'est pas parce que je suis féministe que je ne vais pas défendre les hommes. Et je vais poser justement la question du congé de paternité. Lorsqu'on dit que les hommes et les femmes ont les mêmes droits, il faudrait appliquer ça, pour moi, à tous les niveaux et accorder. Ce n'est même pas accorder, c'est donner aux hommes ce qui leur appartient parce qu'ils ont des droits par rapport aussi à leurs enfants. L'enfant a des droits par rapport au fait d'avoir son père et sa mère à ses côtés, surtout à la naissance. Donc, instaurer un congé de paternité. Donner des droits par rapport à ce qui leur appartient. Voilà. C'est également ce que demandent les femmes, surtout le respect des droits et des textes qui ont été établis. Aujourd'hui, je l'ai dit dans notre introduction, depuis 1979, il existe la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Je rappelle que nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions Fatou Fall, analyste défense et sécurité et également très engagée sur les questions de préservation et de promotion des droits des femmes. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être là sur le plateau de Média TV. Et le plaisir est toujours partagé. Merci également à Maïmouna Diouf-Seck. C'était votre première participation au débrief également. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes spécialisé en genre, énergie et climat. Merci également d'avoir été avec nous. Merci Daouda d'avoir participé. En tout cas, c'était un plaisir de participer au plateau de Média TV. Tout le plaisir est pour nous. Merci à l'équipe technique qui nous a facilité la réalisation de cette émission. Merci également à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.